Bonjour à tous. Merci à l'assurance maladie d'avoir mis ce sujet, inégalité sociale et territoriale de santé, à l'ordre du jour de sa journée scientifique. C'est bien, c'est nouveau. Voilà. Je ne suis pas chercheur, je suis, comme d'autres ce matin, simple chirurgien et retraité de surcroît, et élu de Nanterre depuis 89, en charge successivement de la santé, de la prévention, successivement ou ensemble, santé, prévention, toxicomanie, personnes handicapées, et aujourd'hui peut-être pour rejoindre les chercheurs chargés des relations avec l'université. Je voudrais juste vous convaincre que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, tout ce qu'on va dire après, probablement le reste, c'est d'abord une question politique, et donc on n'a pas interrogé le système politique dans lequel on est avec ses errements, mais c'est quand même une vraie question. Et deux, ne peut se mettre en place que si, au niveau local, c'est-à-dire là où les gens vivent et là où les professionnels se rencontrent et travaillent ensemble, si au niveau local, il n'y a pas une articulation. Il faut que j'appuie sur le vert. Donc je suis aussi président d'une association qui s'appelle Élus Santé Publique et Territoire, qu'on a créée en 2005, Association nationale des villes pour le développement de la santé publique, pour réduire l'inégalité sociale et territoriale de santé, donc on disait ça il y a 10 ans, par des politiques territorialisées, on le dit encore aujourd'hui, dans un cadre contractualisé avec l'État, et ça rejoint ce qu'a dit Luc. Aujourd'hui c'est plus l'État mais c'est l'ARS, mais il paraît que c'est presque pareil. Et à partir de deux travaux, un travail sur la santé mentale qui préoccupe l'ensemble de la population et donc de très près les élus, et deux, la question des ateliers santé-ville dont on a parlé également tout à l'heure, convaincu que si les collectivités ne s'engagent pas, il n'y aura pas de progrès en santé. Et de plus que toutes nos politiques concourent en bien ou en mal, on peut le montrer sur le logement, le transport, la culture, le sport, l'éducation, etc., concourent ou pas à une meilleure santé. Donc l'élu santé publique et territoire, je passe très vite, c'est 65 villes, de toutes couleurs politiques. Il y a Nanterre, mais il y a aussi Neuilly, il y a Paris, mais il y a aussi Marseille, voilà. Avec comme objectif de sensibiliser les élus et de leur donner le minimum de formation qui leur permettrait de se saisir de toutes ces questions. Vous trouvez ça naturellement sur le site. L'objectif est donc de faire de la santé une véritable question politique locale. Pourquoi agir pourquoi agir en santé au niveau local alors que, vous le savez, c'est pas une compétence des collectivités territoriales. Alors quand je dis niveau local, je ne dis pas territoire. Territoire, c'est vaste. J'ai l'habitude de dire que le territoire, c'est exactement ce qu'il y a en dessous de vous. Pour le président de la République, le territoire, c'est la région. Pour le président de région, le territoire, c'est le département. Et ainsi de suite. Donc moi je parle de niveau local, c'est-à-dire encore une fois là où les gens vivent. Et Pierre Lombrail l'a évoqué ce matin. Pourquoi ? Parce que les habitants s'adressent pour tout, et en particulier pour les questions de santé, que ce soit pour les questions d'offres, pour les questions d'antennes téléphoniques, pour les questions d'odeur dans la ville, pour les questions de transport. Ils s'adressent à qui ? Ils s'adressent au maire. Le maire n'est pas compétent sur tout ça, mais n'empêche qu'on vient le solliciter pour ça. Que les habitants demandent aussi à être concertés, à être à ce qu'on leur demande leur avis, c'est la question de la démocratie en santé. Que, ça a été également dit ce matin par Pierre, les grandes campagnes nationales, sans relais local, sans ciblage sur les plus fragiles, creusent les inégalités, et je peux le prouver scientifiquement, il y a des éléments probants, comme on dit, et que finalement ce qu'on fait en santé a également un impact sur toutes les politiques, y compris l'attractivité du territoire, y compris le développement économique, y compris le bien-être de la population. Voilà. Enfin, que c'est au niveau local qu'on peut essayer, je ne dis pas qu'on réussit, mais essayer d'articuler toutes les politiques intersectorielles, interthématiques, interinstitutionnelles, interprofessionnelles. Vous ne pouvez pas faire ça au niveau de l'État. Il y a beau y avoir un comité interministériel pour la santé. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il ait convaincu les autres ministères. On ne peut pas le faire non plus au niveau de la région. Il y a des commissions de coordination des politiques publiques dont tout le monde dit que ça ne fonctionne pas. Bref, au niveau local, on peut essayer parce qu'on se connaît. Enfin, on est dans un contexte, et ça revient à la politique, dans un contexte particulièrement dégradé, avec un recul du travail, des services publics remplacés par des plateformes téléphoniques, de la démocratie, des valeurs de la République, au point que Emmanuel Hirsch, responsable de l'espace éthique, propose de fonder un mouvement valeurs de la République du soin et de l'accompagnement qu'on va essayer d'accompagner. Voilà, je n'ai pas bougé. Si, voilà, j'en suis là. Juste pour vous montrer, c'est un travail qui a été fait sur 30 villes du réseau santé des villes OMS, qui montre dans quelle thématique la santé est prise en considération. Et on voit sans surprise que sur social, enfance, éducation, environnement,
et surtout social, la santé est prise en considération, alors que sur d'autres thèmes, urbanisme, transport, alors qu'on a parlé tout à l'heure de IS sur les transports à pleine commune, la santé est quasiment absente. Et que même sur urbanisme, à la réponse tout en haut, c'est sans réponse. Les gens sont totalement, quand on pose aux urbanismes, est-ce que vous vous intéressez aux questions de santé, finalement, il y en a plus de 5% qui disent, mais c'est quoi cette affaire-là, on n'a rien à faire avec ça. Pourtant, oui, ça passe. Pourtant, nous sommes convaincus, et je pense que ce qui a été dit jusqu'à maintenant vous en a convaincu aussi, qu'au niveau local, on peut faire des choses, et un outil pour ça, le contrat local de santé. Alors je vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Luc Gino, vous avez en italique ce qu'il y avait dans la loi HPST, la mise en œuvre des PRS peut faire l'objet d'un contrat local, qui porte sur les 4 champs de l'avance, y compris les politiques de soins. C'est écrit en toutes lettres. Et ce qui est intéressant, et là-dessus je serai en désaccord avec Luc, c'est que c'est repris tel quel dans le encore projet de loi de modernisation du système de santé, parce que ce projet de loi de modernisation du système de santé fait de la réduction des inégalités sociales et territoriales une des priorités de la politique nationale, et que le PRS, qui décline la politique nationale, fait donc obligatoirement du PRS un outil de réduction donc des inégalités, donc le contrat local est bien un outil de réduction, doit bien être un outil de réduction des inégalités. Alors, premier temps, évidemment, le diagnostic. Il n'y a pas de politique sans diagnostic. Connaître le territoire, connaître les inégalités, connaître les besoins, connaître aussi l'offre. Et l'offre, c'est pas simplement le nombre de généralistes ou d'infirmières, mais c'est aussi les associations, l'implication des citoyens, qu'est-ce qui se passe dans les écoles, les clubs sportifs. Tout ça, ça fait partie de l'offre du territoire qui contribue à la santé. Qui fait que, à partir de ce diagnostic, d'une part, on voit des inégalités, pas simplement les différences d'espérance de vie, mais des vraies inégalités, on y reviendra, et qui font que les élus mis devant ces réalités ne peuvent, et sollicités par leurs habitants, ne peuvent pas dire on ne savait pas. À partir du diagnostic, il faut aller plus loin. Diagnostic, c'est une photo, il faut passer à la vidéo permanente et donc mettre en place un observatoire local de la santé, ce qu'on a fait avec un étudiant de Gérard Salem depuis maintenant plus de 10 ans. Pourquoi ? Parce que pour piloter une politique de santé, pour piloter une politique quelle qu'elle soit, il faut avoir des données régulières, actualisées, il faut pouvoir faire évoluer la politique, il faut pouvoir, encore une fois, adapter ce qu'on fait sur tel ou tel quartier, sur tel ou tel territoire en fonction de multiples facteurs et évidemment un territoire adapté à l'action. Et le territoire n'est pas le même selon qu'on fait du dépistage du cancer du sein, selon qu'on on travaille sur l'alimentation ou sur l'accès aux équipements sportifs. 2 axes d'intervention possibles au niveau local. D'une part, l'amélioration de l'offre de soins et de prévention, et d'autre part, la politique ou la santé publique. Je passe là-dessus parce que j'y reviens. Et donc, un des outils d'amélioration de l'offre, c'est les centres de santé municipaux. Il y en a 3 à Nanterre, qui sont mis en place en complémentarité avec l'offre libérale, laquelle diminue sans cesse, y compris à Nanterre. Alors ça va s'arranger dans 5 ou 10 ans, mais enfin en attendant ça diminue. On le met en rapport avec les déterminants de la santé. Par exemple, il y a plein de diabète à Nanterre pour des raisons diverses. On a mis une consultation de diététique en place. On articule soins et prévention. On fait venir des spécialistes hospitaliers qui manquent en ville. Donc les spécialistes de l'hôpital, il y en a 6 aujourd'hui, ont une consultation et une vacation dans les centres de santé, ce qui évidemment améliore la fluidité entre les deux. Enfin, c'est accessible à tous avec le tiers payant sans ambiguïté, bien sûr, et le lien avec les autres services de la ville, et en particulier le CCAS, permet l'accès aux droits et donc une amélioration globale de la prise en charge, pas simplement du soin. Autre outil qui rentre dans le champ à la fois soins et prévention, l'espace santé jeune, qui est un lieu d'accueil, d'orientation, de soins de premier recours, gratuit, anonyme, donc sans obstacle, ni financier, ni culturel, ni peur, ni stigmatisation. Voilà, c'est un pavillon en centre-ville où on va comme on va chez un copain, avec une dynamique de prévention, à la fois avec des actions individuelles et des actions collectives. Et puis qui propose un parcours de santé modulable, avec à la fois des réunions d'information et d'échange, des ateliers sur différents sujets, sexualité, équilibre, etc., et aussi des consultations gratuites de professionnels de santé, donc médecine, bucco-dentaire, gynéco, psychologue et diététicienne. Bref, c'est un lieu d'accès aux soins pour les jeunes qui
on le sait, même s'ils ne sont pas très malades, même s'ils ne sont pas souvent malades, accèdent très peu aux soins et ont une très mauvaise connaissance du système. Espace Santé Jeune au sein d'un réseau, on parle de partenariat, mais là on est vraiment dans le partenariat entre formation, insertion, sociale, santé. L'Espace Santé Jeune essaye de mettre tous ces acteurs en convergence pour améliorer l'accès aux soins, à la santé des jeunes. Deuxième grand axe, la prévention ou la santé publique, et donc on a développé un gros programme de prévention avec les écoles, avec d'une part un programme de promotion bucco-dentaire dans toutes les écoles, j'y reviendrai, et d'autre part des actions qui sont proposées aux écoles, choisies par les enseignants, école par école, et donc vous voyez que tous les quartiers de Nanterre ont été couverts, mais qu'il y a une priorisation, donc une proportionnalité, un universalisme proportionné, puisque ce sont les quartiers sensibles qui bénéficient le plus des actions de santé proposées par la ville. De manière cohérente avec notre politique et avec les objectifs de l'atelier santé-ville, améliorer la santé de tous, réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, c'est-à-dire faire mieux et plus pour les quartiers et les populations les plus fragiles. Ce dispositif est mis en place dans le cadre de la politique de la ville, c'est-à-dire en lien entre l'atelier santé-ville et le dispositif de réussite éducative. Donc la politique de la ville contribue bien à la fois à améliorer l'accès aux soins et à la prévention, à réduire les inégalités et à faire le lien entre les différentes politiques. Un gros programme, donc je le disais, le programme de santé bucco-dentaire. Là, on est d'abord dans l'universalisme, besoin identifié par tous, avec des habitants de relais, c'est-à-dire mobilisant les habitantes elles-mêmes, qui touchent tous les enfants de la ville en maternelle et en primaire. Un indicateur, et donc là, on peut dire qu'on fait de la science, en tout cas, on apporte des données probantes, le besoin en soins et l'indice de dents cariées absentes obturées, et puis un suivi annuel qui permet de montrer des résultats. Et là encore, pour prouver ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on fait la même chose pour tous, eh bien on s'est aperçu au bout de 2 ans que l'écart entre les écoles les plus favorisées et les écoles les plus défavorisées en ZEP, zone urbaine sensible, etc., cet écart s'était accru parce qu'on avait proposé la même chose aux 22 groupes scolaires de Nanterre. Et donc, parce qu'on avait un observatoire et qu'on a pu regarder école par école ce qui se passait, on a pu corriger et passer 2 fois dans les écoles les plus défavorisées, donc avoir, là encore, un universalisme très proportionné. Et le résultat est le suivant. Vous avez en haut la courbe des écoles en ZEP, et en bas, la courbe des écoles hors ZEP, et vous voyez que progressivement, sur 12 ans, les 2 courbes se rapprochent. Que globalement, on a amélioré la situation de manière évidente, et en bas, vous avez l'indice Carrier, de dents cariées absentes obturées, qui, à l'évidence, a été divisé par 2 sur l'ensemble de la ville, ça c'est une chose, donc on a amélioré l'état de santé de toute la population, mais parce qu'on avait une politique différenciée en fonction des écoles, on a réduit les inégalités et ça continue. Alors il y a encore 10 points d'écart entre les écoles ZEP et les autres, mais n'empêche que c'est mieux qu'avant. Voilà. Voilà les cartes de Nanterre, pour vous montrer, ça c'est les maternelles, pour vous montrer que en rouge, vous voyez quand même qu'il y a entre les verts foncés, on est à 90-93% d'enfants indemnes de carie, et en rouge, on est à 68-70%, c'est-à-dire 20 ou 30% de moins. Et puis, si on passe aux écoles élémentaires, on a à peu près les mêmes territoires qui sont en rouge. C'est pas les mêmes taux évidemment puisqu'on est plus tard, donc il y a plus de caries. Mais on voit bien qu'on a amélioré la situation à peu près partout et qu'on a réduit les écarts. Évidemment, le bucco-dentaire, ça n'est qu'un exemple que je trouve, moi, extrêmement pertinent pour faire la preuve, montrer que ce qu'on fait sert à quelque chose, justifier les moyens qu'on demande, et quelquefois on obtient, 2 minutes, c'est bon, justifier les moyens, et puis montrer à la population, c'est-à-dire associer la population à ce qu'on fait, et lui montrer que finalement, les politiques qu'on conduit avec elle et pour elle sont réellement efficaces, et ça, quand on fait de la politique, c'est évidemment essentiel de ne pas simplement dire, mais de faire la preuve de ce qu'on fait. Les autres actions nutritionnelles, et je crois que je termine là-dessus,
les autres actions de prévention menées avec les écoles, parce que les écoles, c'est le lieu où il y a tous les élèves, les bons, les mauvais, les riches, les pauvres, les issus de l'immigration et les Français, voilà, il y a tout le monde. Donc c'est l'endroit où on peut agir auprès de toute la population et encore une fois de manière différenciée. Alors à partir de la question des dents, évidemment, on s'est intéressé à la question de l'alimentation et donc on propose des actions aux écoles et elles le choisissent en fonction de leur programme, de leurs priorités, de ce sur quoi elles veulent travailler. Et donc il y a des interventions d'éducation nutritionnelle, des ateliers, des petits déjeuners pédagogiques avec les parents. Là encore, on essaye d'élargir. Je vous raconte ce qu'on fait à Nanterre. Il y a plein de villes qui font aussi bien, d'autres villes qui font mieux, et puis d'autres villes qui font pas. Mon propos, c'est de vous dire qu'au niveau local, on doit faire des choses et que, incontestablement, ça sert à quelque chose. D'autres ateliers sur la vie relationnelle, en particulier au moment du passage en collège, le sommeil, la sensibilisation au handicap. Voilà donc... encore une fois, un exemple de politique locale de santé pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, qui fait ses preuves, qu'on mène depuis maintenant 20 ou 25 ans, et qu'on a bien l'intention de continuer. Ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est que, évidemment, cette politique de réduction des inégalités de santé s'inscrit dans le cadre des politiques, de l'ensemble des politiques municipales, et que ça veut dire qu'on travaille dans le même sens, ou qu'on essaye. Ça a été juste, je ne sais pas si vous avez vu passer sur la diapositive de Luc, le contrat local de santé de Nanterre, il y avait intégration d'autres équipements médico-sociaux. Il y a en particulier une association qui fait de l'aide à domicile, qui est rentrée dans le contrat local. Et puis, il y a également urbanisme et je ne sais quoi, parce qu'on a fait une petite évaluation d'impact en santé sur un quartier. Qu'est-ce que cette urbanisation va provoquer, induire en termes d'amélioration ou plutôt de dégradation de l'état de santé. Donc, c'est évidemment en lien avec, non pas toutes, mais le maximum de politiques locales. Et enfin, pour finir, je ne peux que vous inciter, vous tous qui êtes d'abord des citoyens, à interpeller vos élus et à leur expliquer qu'ils peuvent faire beaucoup, même si la santé n'est pas une de leurs attributions réglementaires législatives. Merci.